6h14, le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Ève Roger pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. La presse nationale pour commencer. Soyons clairs, aujourd'hui en France aurait voulu faire passer Karim Benzema pour une racaille qu'il n'aurait pas choisi une autre photo de une. Regard sombre et baissé, capuche forcément. Le journal qui titre « Jeu dangereux ». En page intérieure, le quotidien met Benzema, Cantona et Jamel Debbouze dans le même sac. Mais à quoi joue-t-il ? Ce même Cantona qui a bien voulu parler à Libération pour se mettre dans sa posture préférée, celle du sage incompris. On pourrait aussi dire du pompier pyromane. Mais le plus intéressant, c'est l'article juste à côté de l'interview de Cantona, titré « À Bobigny, les ados balaient le procès en racisme ». L'entraîneur de l'Étoile Football Club, Cheikh Sall, qui chaque semaine fait jouer et s'amuser ensemble arabes, chinois, blancs et noirs, a une analyse qui est très réconfortante pour tout vous dire. Benzema fait surtout partie de cette génération de joueurs caractériels qui sont évincés progressivement. C'est plus une histoire de génération que de racisme. Le sujet fait aussi la une de 20 minutes, de l'équipe, du Figaro. Tollé après les accusations de racisme lancées par Benzema, titre ce dernier. Le Monde, lui, partage sa une entre cette polémique Benzema et la présidentielle. Le Pen installé pour le second tour. Bien sûr, vous trouverez pléthore d'articles sur les inondations, l'Île-de-France noyée par une crue historique, écrit par exemple aujourd'hui en France. Aujourd'hui qui fait aussi des révélations sur le crash de l'avion d'Egypte Air au cours des rotations précédant la perte du vol, le jour même du crash. L'Airbus A320, écrit le journal, avait déjà émis 3 alertes signalant la présence de fumée, sans pourtant alarmer l'équipage. On essaiera d'y voir clair tout à l'heure à 6h45 avec l'ancien directeur du BEA qui sera l'invité d'Europe 1 vous répond. Marion Calais, 3-1 de la presse quotidienne régionale qui évidemment prend l'eau aujourd'hui aussi. Ah oui, alors d'abord il y a la dépêche du midi sur ce face-à-face Hollande face aux maires. Le chef de l'État attendu au congrès des maires de France cet après-midi pour annoncer sans doute des mesures financières pour les élus. Mais c'est vrai que les intempéries sont partout. Avec cette une, avec laquelle je pense on sera tous d'accord, celle de l'Union, ras-le-bol de sale temps. Pluviométrie 2 fois plus importante qu'habituellement en mai dans la Marne. Il y en a, cela dit, qui adorent les intempéries. C'est dans la Charente libre qui a suivi les débosseleurs. Est-ce que vous savez ce que c'est, les débosseleurs ? Non. Eh bien, ce sont ces carrossiers un peu particuliers qui ne remettent pas les chameaux, mais qui remettent les carrosseries à plat après le passage d'orage de grêle. En fait, ils suivent un peu la météo. Et dès qu'il y a un orage de grêle, ils vont se présenter aux mécaniciens, aux garagistes, aux concessionnaires et ils offrent leur service pour réparer les carrosseries. Dis donc, malinx, le lynx. L'histoire du jour fait la une du bien public, c'est celle d'une sorte de Zorro de la route. Un justicier qui, parce qu'il était équipé d'un gyrophare, pensait pouvoir intercepter, comme les forces de l'ordre, les automobilistes. Et ce sont justement les forces de l'ordre, les gendarmes, qui l'ont repéré en pleine action hier sur la route. Ils aperçoivent une voiture équipée d'un gyrophare sur le bord d'une départementale et plus loin, un noble qui semble en train de contrôler un automobiliste. Il relève quand même sa plaque et découvre que le justicier de la route est en fait un conseiller municipal à Pagny-la-Ville, près de Beaune, pas du tout un membre des forces de l'ordre. Quelques heures plus tard, il est donc arrêté et le trentenaire s'explique. Il voulait faire la morale aux automobilistes en infraction. Une de ses victimes a d'ores et déjà été identifiée. Un appel à témoins lancé pour savoir si Zorro ne s'est pas fait au passage régler quelques contraventions. Une chose est sûre, il sera poursuivi pour usage public d'insignes pouvant créer une méprise avec ceux de la police. En clair, l'utilisation de ce gyrophare. Parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser un gyrophare bleu. Et puis surtout, c'était vraiment un gyrophare exactement identique à ceux utilisés par les gendarmes. Infraction possible, 6 mois de prison, 7 500 € d'amende. Et ben voilà, au moins ça, c'est réglé. Ce matin, on va à Wall Street avec vous, Ève Roger. Wall Street, où un banquier trop bavard donnait des tuyaux boursiers à son plombier. Et oui, il n'a pas su tenir sa langue. Les deux hommes qui n'auraient jamais dû se rencontrer partageaient en réalité les mêmes passions, la pêche, le bateau. Ils se sont croisés en 2012 dans un port de plaisance sur la rive sud de Long Island, à côté de New York. Et c'est le Washington Post qui raconte, pendant leur longue soirée à la Belle Étoile, le samedi, le banquier de la Barclays racontait les fusions, les acquisitions à venir. C'était son job, sympa, la confidentialité. On dirait une soirée avec Axel de Tarlet. Sauf que le résultat n'est pas le même. Deux types de fusion.
Bon, bref. Donc, il racontait ses fusions et conseillait au plombier devenu alors son ami d'acheter quelques actions, on ne sait jamais, mais surtout de se taire, de ne rien dire, même pas à sa famille. Le plombier en a profité une dizaine de fois entre 2014 et 2015, 76 000 $ à la clé. Et il n'a jamais oublié de remercier son ami le banquier. Il glissait régulièrement quelques billets dans son sac de sport. Il lui a même refait toute sa salle de bain gracieusement. Ouais, toute affaire de tuyaux. Mais la nouvelle fortune du plombier a fini par attirer l'attention. Il a été arrêté mardi dernier. Il a plaidé coupable et fini par dénoncer ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui son ex-ami. L'amitié, c'est plus ce que c'était. Stephen McClatchy a été arrêté à son tour. C'est le banquier. Stephen McClatchy, c'est le banquier, ouais. Voilà. Ça fait un peu Paul McCartney du pauvre. Je m'appelle Stephen McClatchy. En tout cas, il a été poursuivi pour délit d'initié et il encourt aujourd'hui 20 ans de prison. Aïe, c'est moche. Hein, ouais, vous voyez, Axel de Tarlet, faites attention à vos soirées. Axel, la pénurie de généralistes s'accentue en France. Ça fait la une du Figaro Économie ce matin. Oui, ce sont les chiffres du Conseil national de l'Ordre des médecins. Depuis 2007, le nombre de généralistes en France a baissé de 8,4%. Mais le pire est à venir parce que les projections montrent que d'ici 2025, donc c'est demain, moins 25%. Alors certains départements sont plus touchés que d'autres par cette désertification médicale. Vous avez Lyon, la Nièvre et Paris. On est dans les moins 25% depuis 2007. D'ailleurs à Paris, l'un des problèmes, c'est le coût de l'immobilier, ce qui fait que la mairie de Paris, maintenant, si vous installez un cabinet généraliste, elle vous paye jusqu'à 1 250 € par mois de loyer, vous voyez, en subvention. Mais le problème, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a pas assez de nouveaux diplômés pour remplacer les départs à la retraite. Pourquoi ? Parce que la médecine généraliste n'attire pas les jeunes. Il faut dire que c'est beaucoup de paperasse maintenant, de plus en plus. Vous vous retrouvez tout seul dans un cabinet médical, c'est pas drôle. C'est pour ça que de plus en plus, les autorités encouragent les maisons de santé pluridisciplinaires, où au moins vous pouvez partager vos soucis avec d'autres médecins spécialistes, etc. Et puis il y a un autre problème, c'est la rémunération. Vous savez que la consultation a été bloquée à 23 € depuis 6 ans. Il est d'ailleurs question qu'elle passe à 25 €. Il faut faire quelque chose parce qu'évidemment cette désertification médicale pose un problème de santé publique. Vous avez des départements comme la Nièvre, le Cher, l'Aisne ou l'Eure. On est passé sous la barre des 1 médecin pour 1000 habitants. Du coup, quand vous avez un problème, que faites-vous ? Les urgences. Et ben voilà. Et les urgences, ça coûte beaucoup plus cher à la collectivité, à l'assurance maladie. Et le problème, c'est qu'ensuite, vous avez des hôpitaux surchargés. Après, les gens vont aux urgences parce qu'ils savent qu'ils vont y trouver le docteur Kirzek. Hein. Ah, voilà. Ça d'Europe 1 qui sera avec nous tout à l'heure à 7h05. Voilà. Vu à la télé, enfin, écoutez à la radio. Je suis sûr qu'il coûte très cher à la Sécu, l'air de rien, le docteur Kirzek. Et Baroque, à la télé ce soir, il y a une émission à regarder. C'est Complément d'enquête à 22h40 sur France 2. Oui, c'est un reportage choc ce soir sur les recruteurs français au djihad. Et alors, ça commence comme ça. C'est exceptionnel. Le chef d'un groupe de djihadistes a accepté de laisser rentrer une caméra à l'intérieur de son camp. Un recruteur bien connu des services de renseignement, Omar Homsen, donné pour mort il y a 9 mois, et pourtant bel et bien vivant. Ah oui, il est bien vivant. Il est le chef du camp dans lequel ils ont pu entrer. On retrouve d'ailleurs des jeunes niçois qu'il avait embrigadés. Alors il fait aussi figure d'imam et puis il dirige évidemment le tournage du reportage parce que c'est lui qui décide des personnes à interviewer et des scènes à filmer. Alors il y a de quoi vraiment être étonné. On se croirait presque dans un camp de vacances, construction de maisons, baignade, méchoui. Alors aucun combat en apparence. En revanche, quand on parle d'emprise psychologique, je peux vous dire qu'elle est évidente. Écoutez ce que dit un des jeunes niçois avec quelques mots en arabe. J'avais pas une très très belle vie non plus en France. Ce que je faisais, je vivais pas, je travaillais pas. Je faisais souvent des bêtises. Inch'Allah binillah, depuis que je suis venu ici, je suis en train de devenir mieux qu'avant. Voilà, je vous rappelle donc que c'est Omar Homsen qui a choisi les personnes à interviewer. Ouais. Voilà. Donc ce sont des gamins qui sont recrutés dans les quartiers à coups de prédication et opérations de prosélytisme depuis des années. Et dans le discours d'Omar Homsen, la violence, elle est toujours là. Quand on lui demande s'il aurait accepté de réaliser une opération comme celle menée par les frères Kouachi en 2015, la réponse, elle est très claire. Si Allah me l'avait permis, j'aurais voulu être choisi pour faire cela. Voilà, alors au-delà du scoop, je dois vous dire... C'est un peu troublant parce qu'on se demande si ça fait pas un peu propagande là, non ? Alors exactement, et alors c'est pour ça que le reportage est très bien fait, parce qu'à côté de ces scènes-là, qui passent réellement pour de la propagande, en tout cas de la part d'Omar Homsen, ils décrivent parfaitement à la fois le processus de radicalisation des recruteurs, et surtout, ils reviennent dans les quartiers, à Nice et à Toulouse aussi, où on voit comment les jeunes en perte d'identité sont recrutés, sont embarqués en Syrie. Ce sont des gamins qui sont vraiment paumés, et à qui on promet
évidemment le paradigme. Alors c'est un paradis aux allures d'enfer. On est d'accord. Vous allez le voir ce soir. C'est pas de la caméra cachée. Hein. C'est vraiment, pas du de tout de la caméra ouverte. cachée. Donc, Voilà, ils du ont côté pu- de l'État islamique, ils savent exactement ce qu'ils font et ils font passer leur message. Alors en fait, c'est un groupe qui est affilié à Al-Qaïda et ils ont pu rentrer dans ce camp grâce aux journalistes syriens qui connaissent sur place. Voilà, c'est complément d'enquête sur France 2 à 22h40 et je vous donne à l'instant un petit tweet du docteur Kirza qui nous a écouté. À Thomas Soto, je ne coûte pas cher à la Sécu, je déprescris plutôt que prescrire. Mais oui, il est bien notre Gérald. Allez, à tout à l'heure Gérald. Julie, un petit mot du problème du Grand Direct. Voilà, le Grand Direct des médias a invité aujourd'hui le directeur de la rédaction de Being Sport France et le consultant de la chaîne pour l'Euro, Jean-Pierre Papin. À noter que c'est Thomas Joubert. C'est Thomas Joubert qui va présenter le Grand Direct des médias parce que Jean-Marc Morandini sera en train de s'installer dans une ville de la Seine-et-Marne pour une émission spéciale Inondation. Jean-Marc de la Villardière. Voilà, ça sera tout à l'heure. Rideau sur le kiosque.